Voici à présent une enquête qui commence par un drame. John Deliva, un employé québécois de 33 ans, doit faire un don de moelle osseuse à son frère atteint d'une leucémie. L'intervention doit avoir lieu dans les mois à venir, mais elle ne se fera jamais. John disparaît du jour au lendemain. On retrouvera son cadavre criblé de balles 2 mois plus tard. Quant au frère de la victime, privé d'une intervention vitale, il décédera faute de moelle osseuse. Alors qui a tué John? Le ou les assassins avaient-ils programmé d'éliminer les 2 frères? Voici Greffe mortelle. Mai 1984. John Deliva, un homme sans histoire, âgé de 33 ans, est porté disparu. On ne le reverra plus jamais vivant. Monsieur Deliva n'avait pas d'antécédents criminels. Il semblait être un citoyen exemplaire. Et pourtant, on n'a toujours pas réussi à expliquer pour quelle raison on s'en est pris à cet homme-là. Il semblait être vraiment un homme sans histoire. Tout le monde a été bouleversé. Parce qu'il lui est arrivé, je crois que toute la famille était sous le choc. Parce que, comme on l'a dit, il ne méritait pas ça. Il n'y avait aucune raison que ça arrive. Il faudra bien du temps, presque 20 ans en fait, pour venir à bout de cette énigme. Bien du temps donc, mais surtout une impressionnante ténacité des enquêteurs de police, des progrès spectaculaires de la médecine légale, ainsi que la création d'une brigade spécialisée dans les crimes non résolus. Le 9 mai 1984, John Deliva, un employé modèle, ne se présente pas à son travail. Son supérieur, inquiet, tente de le contacter par téléphone. En vain. Tout d'abord, ma mère a reçu un appel du patron de John de chez Bell Canada. Johnny n'était jamais absent. Il prévenait toujours quand il s'apercevait qu'il n'allait pas pouvoir venir. Et donc, il a appelé parce que Johnny n'était pas allé travailler. Et, on s'est rendu à son appartement et il n'y avait rien qui clochait. Personne ne savait où était Johnny. C'est alors le branle-bas de combat chez les Deliva. Une famille très soudée depuis que le père a disparu lors d'un terrible accident ferroviaire. La famille ne compte pas moins de 13 enfants. John est l'un des aînés, mais surtout le pilier du clan. Dans notre famille, on s'épaulait tout le temps. On a tous commencé à travailler jeunes pour subvenir aux besoins de la famille, surtout Johnny. Il donnait toujours de l'argent. Il était devenu le père de la famille. Quand on avait quelque chose, ou quand il y avait quelque chose qu'on voulait savoir, il était toujours là. Si on avait des questions ou s'il fallait faire quelque chose, encore une fois, Johnny était là. Il travaillait chez Bell Téléphone et il était parti vivre seul dans un petit appartement à Ville-la-Salle. Mais il revenait à la maison tous les jours après le travail et ma mère lui préparait son dîner. Il était toujours là et s'il y avait un problème, on pouvait compter sur lui. Il veillait toujours sur chacun de nous. Les heures passent et John Deliva manque toujours à l'appel. Au bout de 48 heures de recherche, la famille prévient la police. Les policiers montréalais, comme c'est l'usage, commencent par une enquête sommaire, procédant à quelques vérifications de base, en vain. John Deliva est officiellement porté disparu. Rapidement, la police lance un avis de recherche sur tout le territoire canadien, ainsi qu'aux États américains limitrophes. On y trouve la photo du disparu, son signalement, mais aussi une description de sa voiture, restée introuvable, ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation. Nous sommes le 5 juin. John manque à l'appel depuis plus de 2 semaines. Ce jour-là, une inquiétante nouvelle parvient à la famille Deliva. La voiture de John vient d'être retrouvée, partiellement brûlée, dans le parking d'une brasserie de Montréal. À première vue, le ou les incendiaires sont des amateurs.
car après avoir mis le feu, ils ont laissé les vitres et portières fermées. Ils n'ont pas pensé au fait qu'on doit absolument baisser les fenêtres pour qu'il y ait de l'oxygène. Mais eux, ils ont décidé, bon, on va fermer les fenêtres, on va mettre le feu dedans, et puis le feu va prendre. Mais on sait tous qu'avec le feu, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de combustion. Et donc le feu, c'est comme éteint, tout seul, à l'intérieur du véhicule. Le véhicule n'a été incendié qu'en partie, donc on a pu saisir plusieurs papiers qui avaient commencé à prendre feu. On a fait une expertise importante sur le véhicule. La voiture a été passée au peigne fin. Les enquêteurs relèvent les empreintes, mais ne trouvent aucune trace de sang ni de violence dans le véhicule. Ils mettent cependant la main sur des documents et des objets a priori tout à fait banals, mais qui sont tout de même conservés précieusement, comme par exemple des mégots de cigarettes. Or, John de Liva ne fumait pas. Quelques semaines plus tard, un citoyen de Longueuil, une banlieue de Montréal, fait une horrible découverte. Celle du corps d'un homme dans un état de décomposition avancée. Le jogger a été attiré par une odeur nauséabonde. L'homme contacte aussitôt la police de Longueuil. Sur la scène, ce qui a attiré l'attention des enquêteurs qui se sont rendus sur place, c'est la façon dont le corps avait été disposé. Le corps était adossé contre un arbre et avec le temps, il a fini par doucement glisser sur le sol et lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont constaté qu'il était quasiment allongé sur le sol. Les policiers de Longueuil déterminent rapidement que cet homme a été abattu de 2 balles dans la tête. L'autopsie nous a permis de constater que c'est un calibre 38, donc une arme à feu de calibre 38 qui a été utilisée. 2 balles ont été tirées au niveau de la tête et c'est ce qui a évidemment causé la mort de cette personne. Restait aux enquêteurs à identifier le cadavre. Ça a pris quand même un certain délai avant de pouvoir identifier cet homme. Et immédiatement, lorsqu'on a eu une identification positive, les inspecteurs ont dans un premier temps contacté leurs collègues de Montréal pour établir un premier lien. Alors on a su qu'il était porté disparu à Montréal. 2 mois après la disparition de John, la police annonce à la famille de Liva la terrible nouvelle. On m'a dit de me rendre à Longueuil. Là, on m'a appris qu'ils avaient son corps depuis quelques semaines, mais qu'ils n'avaient pas réussi à l'identifier parce qu'il était beaucoup trop décomposé. Ils ne pouvaient pas identifier son cadavre. Ils ont dû se servir d'une empreinte digitale à peine visible et de ces empreintes dentaires. C'est comme ça qu'ils ont pu l'identifier. Tout le monde a été bouleversé par ce qui lui est arrivé. Je crois que toute la famille était sous le choc. Parce que, comme on l'a dit, il ne méritait pas ça. Il n'y avait aucune raison pour que ça arrive. Et vous savez, Johnny était le pilier de la famille. Tout le monde le respectait. Et c'est grâce à lui si nous sommes devenus une famille si unie aujourd'hui. Et on essaie de garder ce lien bien vivant. Mais le pire est encore à venir pour la famille de Liva, qui ne se doute pas que la mort va frapper une seconde fois dans cette fratrie si unie. Au début de mai 1984, John de Liva, un homme sans histoire, est porté disparu. 2 semaines plus tard,
Sa voiture, qu'on a maladroitement tenté d'incendier, est retrouvée à Montréal. Fin juin, la mère de John et ses 12 frères et sœurs apprennent qu'il a été abattu de 2 balles dans la tête. Son cadavre a été découvert dans un état de décomposition avancé dans un bois de Longueuil. C'est vraiment à ce moment-là que la collaboration a débuté avec les enquêteurs de Montréal. Mais pour eux, c'était un dossier de disparition qui était résolu et qui pouvait être classé. Mais l'enquête d'homicide, c'est vraiment les enquêteurs de Longueuil qui allaient l'amener. Donc la collaboration s'est faite dans les jours suivants, lorsqu'on a réussi à identifier le corps de M. Deliva. On voulait savoir à qui on avait vraiment affaire. On voulait savoir s'il y avait des gens qui lui en voulaient. Les enquêteurs du service de police de Longueuil ont finalement déterminé, après plusieurs années, que M. Deliva n'avait pas d'antécédents criminels. Il semblait être un citoyen exemplaire. Mais on n'avait toujours pas réussi à expliquer pour quelle raison on s'en était pris à cet homme. Il semblait vraiment être un homme sans histoire. Les enquêteurs interrogent ses proches, ses amis, ses collègues de travail et ses voisins. Ils convoquent aussi les gens qui travaillaient aux endroits qu'ils fréquentaient. Mais rien d'anormal n'est signalé. Pas de problème de consommation d'alcool ou de drogue, pas de fréquentation douteuse, pas d'histoire d'amour compliquée, pas de bagarre, pas d'ennemis. John Deliva était un homme irréprochable. Au fil de leur enquête, les policiers parviennent à reconstituer l'emploi du temps de la victime jusqu'au 8 mai, veille de sa disparition. Ce soir-là, il avait dîné avec son frère dans un restaurant montréalais. À son domicile, le lit n'était pas défait. John ne serait donc pas rentré dormir. Le crime aurait donc été commis dans la soirée, après le dîner au restaurant. Mais pendant que les enquêteurs avancent dans leur enquête, un autre drame se noue chez les Deliva. Dominique, 35 ans, un des frères de la victime, souffre d'une grave leucémie. La seule chance de guérison pour ce père de 4 enfants serait de subir une greffe de la moelle épinière. Or, il se trouve que John était le seul donneur parfaitement compatible avec lui. Johnny était compatible à 100%. À en croire les médecins, ils étaient comme des jumeaux. John ayant disparu, les médecins ne peuvent plus attendre. Ils doivent trouver une solution de rechange. Les médecins ont décidé de refaire les tests avec tous les membres de la famille pour pouvoir trouver un autre donneur et une personne était compatible. Il s'est avéré que celle qui convenait le mieux était ma sœur aînée, Mabel. Et elle a donc donné de sa moelle osseuse. La greffe de la moelle épinière de sa sœur Mabel, à défaut de celle de John, ne guérira pas Dominique. Les médecins disaient que tout allait bien, que la greffe fonctionnait. Mais tout à coup, il y a eu un début de rejet. Et après ça, une fois qu'il rejetait la greffe... La leucémie emporta bientôt Dominique. Les assassins de John l'avaient privé de la moelle épinière qui aurait pu lui sauver la vie. Et donc, en moins de 2 mois, on a enterré mon frère Johnny le 13 juillet et mon frère Dominique, je crois que c'était le 18 août. Ma mère a perdu 2 fils en 2 mois. Et ça l'a démolie. Surtout après la mort de John. Il a été le premier. Elle ne savait plus que faire. C'est comme si ça l'avait emporté. Elle n'a plus jamais été la même après ça. Jamais. L'enquête sur l'assassinat de John Deliva n'avance pas. Les années passent. Et ce n'est que 9 ans plus tard que va se produire un événement, a priori sans rapport avec cette enquête, qui va conduire les enquêteurs à une découverte incroyable. Le 3 novembre 1993, au milieu de la nuit, les pompiers sont appelés pour une intervention d'urgence. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble de Montréal. Ils découvrent, dans un lit, le cadavre à demi nu de l'occupante des lieux, une certaine Madame Ferron. On constate que l'origine de l'incendie, ou le plus gros de l'incendie, se situe dans la chambre à coucher. Et dans la chambre à coucher, il y avait une femme qui était étendue sur le lit, à plat ventre et à moitié brûlée. On constate qu'il s'agit très probablement d'un meurtre, vu que la scène de crime est détruite par le feu, pour pouvoir camoufler les indices qui pourraient nous aider à résoudre cette enquête.
Les résultats de l'autopsie viennent confirmer les premières suppositions des enquêteurs. Elle a été tuée par strangulation et il n'y avait pas du tout de fumée à l'intérieur de ses poumons. Donc il était certain que sa mort n'était pas due à l'incendie. Suite à ça, on tente d'identifier la personne, on tente d'identifier des personnes qui peuvent nous aider à connaître ses mouvements, ses déplacements, afin de pouvoir retracer son planning avant son décès. La plupart des voisins ne connaissaient pas la victime, qui était une dame qui semblait être assez tranquille. Personne ne semblait l'avoir remarquée. Seulement, ils savaient qu'elle habitait là, mais pas rien d'anormal, rien de suspect. L'enquêteur Gérard Saint-Germain contacte les enfants de la victime, qui lui racontent alors une triste histoire. Leur mère, âgée de 55 ans, avait de sérieux problèmes d'argent. Madame Ferron, c'est une dame qui était une femme qui habitait seule. C'est une femme aussi qui avait quelques petits soucis financiers. Elle n'arrivait pas à se trouver un emploi. Alors elle avait commencé à faire venir des hommes seuls, à faire un peu de prostitution chez elle. Ça me touchait de voir que cette femme-là, qui avait mené une vie si tranquille, finisse de cette façon, d'une façon si brutale, sans le mériter. C'est cruel, c'était pas... Disons que c'était pas nécessaire. À la fin de sa vie, on espère vivre des meilleurs jours que ça. Les enquêteurs apprennent aussi que cette pauvre femme était tombée sous la coupe d'un homme violent. Pendant la période où elle a fréquenté cet homme, il la battait. Et ce fameux compagnon, pour une raison que personne ne connaissait, cet homme avait réapparu. Il avait ressurgi dans la vie de Madame Ferron et, semblerait-il, il l'aurait revu, elle l'aurait revu, mais on n'a pas réussi à le confirmer. Les recherches nous ont amenés à découvrir que cet homme était probablement retourné en Haïti. Et finalement, on n'a jamais pu le retrouver, jamais pu l'interroger en rapport avec cet événement, pour savoir s'il était impliqué ou non, s'il l'avait vu effectivement dans les journées précédentes ou non. Alors, l'enquête, elle s'est ni plus ni moins butée contre un mur à ce moment-là. Et on avait déjà un mandat d'arrêt émis contre cet homme pour d'autres voies de fait. Du coup, on était quasiment sûr qu'il pouvait être notre suspect. À partir du moment où le suspect numéro 1 reste introuvable, l'enquête concernant l'assassinat de Madame Ferron est rangée au même rayon que celui de John de Liva. Mais la vérité allait finir par éclater. Dans un cas comme dans l'autre, il fallait juste être patient. 21 ans après le meurtre de John de Liva, le voile allait enfin être soulevé, en partie. Même chose dans le cas de Madame Ferron. 12 ans après son assassinat, on allait apprendre que son amant d'origine haïtienne n'avait rien à voir dans le drame. Quelqu'un d'autre avait fait le coup. Au début de mai 1984, John de Liva, un homme sans histoire, est abattu de 2 balles dans la tête. 9 ans plus tard, Madame Ferron est assassinée chez elle, à Montréal. Personne ne le sait encore, mais ces 2 affaires sont liées. Dans un cas comme dans l'autre, les enquêtes n'ont abouti nulle part et ont fini par être abandonnées. Jusqu'au jour où l'enquêteur Michel Wissel décide de s'y intéresser. En 2005, j'étais assigné à la division des homicides, mais il y avait une partie qui s'appelait la brigade des homicides non résolus. Alors, ce qu'on a fait avec les autres enquêteurs, c'est regarder les dossiers qu'on pouvait examiner pour savoir s'il y avait des preuves qui auraient pu nous échapper à l'époque. Mais en plus, ce qui était très important, c'est qu'en 2005, le laboratoire scientifique avait une espèce de machine qui pouvait, ou d'ordinateur, qui pouvait nous donner un résultat plus fiable sur des prélèvements d'ADN. Et j'ai fait des demandes pour savoir si dans tel dossier, on avait un profil d'ADN. Ce qui se passe, c'est que lors d'une autopsie, que ce soit dans les affaires de 1980, de 1990 ou même 2000,
Des prélèvements sont faits au niveau vaginal sur les femmes qui ont pu être sexuellement agressées ou qui ont été tuées. Et par la suite, ces lamelles sont gardées dans des dossiers. À l'époque, ce n'était pas différent de ce qui s'est toujours fait au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, en particulier du côté de la médecine légale. Lorsque des prélèvements étaient effectués sur le corps d'une personne qui avait été sexuellement agressée, il y avait toujours un échantillon qui était mis sur une lamelle de verre pour vérifier si, oui ou non, on voyait la présence de spermatozoïdes. C'était important pour nous de le savoir. Et le statut de ces spermatozoïdes, leur état de conservation nous permettait aussi d'avoir une idée un petit peu, excusez le terme anglais, mais du timing de la relation sexuelle. Ça permettait d'essayer de dater la relation sexuelle. Était-ce une vieille relation sexuelle ou était-ce une relation sexuelle qui présentait des aspects plus ou moins récents? Était-ce possible de relier cette relation sexuelle à l'événement qui avait entraîné le décès? Dans les affaires où on a besoin, par la suite, d'aller chercher du sperme dans un dossier, on peut prendre la lamelle et récupérer le sperme qui est déposé sur cette lamelle, en trouver l'ADN et déterminer à qui appartient ce sperme. J'ai étudié le dossier de Madame Ferron. Madame Ferron est une femme qui a été tuée en 1993, si mes souvenirs sont bons. Et en étudiant le dossier, j'ai remarqué notamment qu'une autopsie avait été pratiquée. Et naturellement, j'ai demandé au laboratoire de vérifier si on n'avait pas à ce moment-là des lamelles qu'on pouvait faire analyser. Et j'ai eu un résultat positif. À l'époque de l'assassinat de Madame Ferron, en 1993, identifier l'ADN d'une personne était une opération longue et compliquée. Mais il n'a suffi que de quelques années pour que la police scientifique fasse, en la matière, des progrès spectaculaires. En l'an 2000, on se trouve vraiment dans une période, je dirais, une période qui marque un tournant. La technique devient alors de plus en plus sensible. On pouvait analyser une tâche de la taille d'une pièce de monnaie au départ. Ensuite, on analysait l'équivalent d'un petit pois. Et aujourd'hui, on analyse des tâches qui font la taille d'un trou d'aiguille dans une feuille de papier. C'est à peu près la grosseur de la tache de sang dont on a besoin. Et même moins pour déterminer le profil génétique de quelqu'un. En 2005, plus de 20 ans après le meurtre, les progrès des analyses ADN, combinés aux nouvelles possibilités de l'informatique, notamment dans le recoupement des affaires, permettent aux enquêteurs d'identifier les suspects sur la base de minuscules traces de sang ou de sperme. Ce profil génétique trouvé et inconnu est ensuite versé dans une banque qu'on appelle Banque nationale de données génétiques, qui est différente de celle des personnes condamnées. L'idée, c'est de pouvoir faire des liens entre un profil inconnu sur une scène de crime et le profil d'une personne qui pourrait être connue dans la banque des condamnés. Après de longues et complexes analyses scientifiques, les résultats parviennent finalement à Michel Wissel. Des résultats qui vont bouleverser l'enquête. L'ADN du sperme trouvé sur Madame Ferron est celui d'un certain Nelson le chasseur. Le long passé criminel de cet homme, originaire de Bécomo sur la côte nord, en fait un suspect particulièrement intéressant pour l'enquêteur. On va apprendre finalement qu'à l'âge de 16 ans, Nelson le chasseur avait donné une raclée à un pédophile de sa région. Il est alors reconnu coupable d'homicide involontaire. Ce qui fait qu'il se retrouve à Montréal, à Boscoville, le centre de détention pour les jeunes délinquants. Si on consulte son dossier judiciaire, on voit tout de suite que sa vie est une série de récidives, puis de retours en prison, retours devant les tribunaux, que ce soit pour proxénétisme, vol, séquestration, voies de fait, une longue série de délits. Au cours des années 80, le chasseur est condamné pour vol à main armée, voie de fait, conduite dangereuse, séquestration, méfait et utilisation illégale d'une arme à feu.
En 1993, il est accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec une mineure de 16 ans, de l'avoir forcé à se prostituer et d'en avoir tiré des revenus. En d'autres termes, il est suspecté de proxénétisme et est reconnu coupable à l'issue de son procès. Il écope alors de 4 ans de prison. En 1998, il fait encore parler de lui. En janvier, il s'évade de la prison de Cowansville. Après 6 mois de cavale, il est arrêté au volant d'une voiture volée au terme d'une spectaculaire course-poursuite dans les rues de Laval. En septembre 2002, retour devant le tribunal. Il est condamné pour une affaire d'agression à main armée. Pour ce multirécidiviste, déjà reconnu coupable de crimes graves, le juge ordonne que son ADN soit enregistré dans la Banque nationale de données génétiques. C'est ainsi qu'on a pu le relier à Madame Ferron. Lorsque Michel Vissel épluche le dossier de Le Chasseur, il y trouve une note datant de 1989, écrite par un de ses collègues, le détective Méloche, qui attire son attention. L'inspecteur de la criminelle, Méloche, avait enquêté sur Monsieur le Chasseur dans un autre dossier de vol qualifié. Voiture volée, stupéfiant, arme à feu. Le Chasseur avait fait des aveux à l'inspecteur Méloche. Il lui a dit qu'il avait été témoin d'un meurtre d'un dénommé Deliva. Tu sais le nom du gars? Parce que si tu me dis qu'il y a un gars qui a tué quelqu'un, ça me dit absolument rien. Et pour être honnête, entre toi et moi, j'en ai rien à cirer. Monsieur le Chasseur, lui, dans ce dossier, il a mentionné comme quoi il n'était pas impliqué directement dans le meurtre, mais qu'il était au courant du meurtre, et la raison pour laquelle il l'a dit, c'est simplement pour alléger ou faire des confidences pour bénéficier d'une sentence moindre, en ayant aidé la police. Le corps de John Deliva avait été retrouvé à Longueuil, une banlieue de Montréal. C'est donc la police de ce secteur qui avait mené l'enquête. Bien entendu, les enquêteurs de Longueuil vont aller à la rencontre de Nelson le Chasseur pour tenter d'obtenir des aveux ou avoir sa version des faits. Et à ce moment-là, il refuse catégoriquement de parler aux enquêteurs de Longueuil. Il ne veut pas revenir sur les propos qu'il avait tenus quelques semaines avant avec les enquêteurs de Montréal. Donc à ce moment-là, on a dû se résigner à replacer le dossier en suspens en attendant d'avoir de nouveaux éléments de preuve. Je sais que par la suite, mon enquête a révélé que Monsieur le Chasseur avait dénoncé une autre personne. Et cette personne en question, on va l'appeler Mike. Cette personne-là avait fait l'objet d'une enquête pour le meurtre de Deliva. Dans ce dossier, il est sûr et certain que Monsieur le Chasseur n'était pas prêt de témoigner contre le fameux Mike concernant le meurtre de Deliva. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu avoir d'accusation dans ce dossier. Voilà donc Nelson le Chasseur relié à 2 dossiers de meurtre non résolus. Il restait à voir s'il était impliqué directement dans ces affaires ou s'il avait été un témoin involontaire dans ces drames. S'était-il trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment? Les enquêteurs allaient devoir recourir à tous les moyens possibles pour faire la lumière sur les assassinats de John Deliva et de Madame Ferron. En 2005, les enquêteurs montréalais de la section des meurtres non résolus rouvrent le dossier de l'assassinat de Madame Ferron, commis 12 ans plus tôt. L'ADN du sperme trouvé alors sur le corps de la victime les mène à un certain Nelson le Chasseur. Or, il se trouve que le nom de celui-ci figure aussi au dossier d'un autre meurtre, celui de John Deliva, commis en 1984. En effet, en 1989, le même le Chasseur avait fait des confidences à un policier, déclarant connaître l'auteur du crime. En fait, on a procédé un petit peu de la même manière que ce qui avait été fait dans le dossier de Madame Ferron. C'est-à-dire qu'on a été voir s'il y avait eu des prélèvements de faits sur lesquels il y aurait de l'ADN. Et on a eu de la chance vu que les enquêteurs avaient trouvé des mégots de cigarettes. Ces mégots de cigarettes avaient été trouvés dans la voiture à demi incendiée de John Deliva, en juin 1984. Lorsque les mégots de cigarettes, par exemple, ont été saisis à cette époque-là, en 1984, les techniques qu'on avait à notre disposition ne nous permettaient pas d'extraire l'ADN des mégots.
Et une vingtaine d'années plus tard, lorsque l'enquête a été réouverte en 2005, les enquêteurs ont repris ces mégots de cigarettes, les ont envoyés au laboratoire scientifique et on a pu établir à ce moment-là que Nelson le chasseur avait pris place à l'intérieur du véhicule en question. Quand ils épinglent quelqu'un grâce à l'ADN, on applaudit. Auparavant, l'assassin s'en serait probablement sorti. Aujourd'hui, il serait libre. En 1989, le chasseur avait confié au détective Meloche qu'un certain Mike avait kidnappé John D'Oliva, l'avait amené au volant de sa voiture dans un bois de Longueuil et l'avait abattu de 2 balles dans la tête. Or, il s'avérait maintenant que Nelson le chasseur était présent dans la voiture de John D'Oliva. Mais là, encore une fois, il fallait prouver que Monsieur le chasseur était impliqué dans le meurtre. On avait la conviction qu'il était présent à un certain moment dans le véhicule. Mais là, il fallait encore trouver la preuve qu'il était directement impliqué dans le meurtre. Une consultation de la Banque nationale des données génétiques permet de déterminer que l'ADN trouvé sur les mégots de cigarettes dans la voiture de John D'Oliva et sur le corps de Madame Ferron provient bien du même individu, Nelson le chasseur. Les enquêteurs doivent cependant confirmer cette information à l'aide d'autres sources ADN plus récentes. Ils épient alors le suspect et attendent le moment propice où ils pourront mettre la main sur d'autres échantillons de son empreinte génétique. On a fait une surveillance et, comme dans les films, Monsieur le chasseur est dans un restaurant en train de parler avec une jeune femme. Ils sont en train de manger. Et nous, moi et mon équipière, on est à une autre table juste à côté d'eux. Après avoir terminé leur repas, ils sortent du restaurant et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les couverts de Monsieur le chasseur pour prouver que c'est son ADN. On les envoie ensuite au laboratoire et ceci nous confirme à 100% que c'est bien la même personne. Les enquêteurs savent désormais que le chasseur a été à bord de la voiture de John D'Oliva et qu'il a eu une relation sexuelle avec Madame Ferron, peu avant son assassinat. Pourtant, cela ne prouve en rien qu'il soit impliqué dans ces 2 meurtres. C'est alors qu'un piège est tendu au suspect. Les enquêteurs montréalais et leurs collègues longueuillois l'amènent à faire des confidences à un policier déguisé en truand. Le tout est enregistré sur vidéo. Les confidences de le chasseur sont stupéfiantes. John D'Oliva aurait accumulé une dette de drogue dont il n'aurait pas voulu s'acquitter. En représailles, son dealer aurait commandité son assassinat. Nelson le chasseur et Mike l'auraient attiré dans un bois de Longueuil et lui auraient tiré chacun à leur tour une balle en pleine tête. Le chasseur a mentionné dans ses aveux, lorsqu'il a fait sa déposition, que c'était un contrat qu'il avait eu parce qu'il avait des dettes de drogue. Il fallait que D'Oliva y passe pour ça. On sait bien qu'il a été tué pour de l'argent, effectivement. Soit pour les cartes de crédit, soit pour avoir le véhicule de la victime. En réalité, selon Michel Vissel, le chasseur et son complice Mike s'étaient essayés à de nombreux vols à la portière, aussi appelé carjacking. C'est ainsi qu'un soir d'été, une voiture s'arrête à un feu rouge, les vitres baissées. Les 2 complices, tapis dans l'ombre, surgissent de nulle part, braquent un revolver sous le nez du conducteur, montent à bord et prennent le volant. Pour John D'Oliva, l'affaire va mal tourner. Très mal tourner. Avance. Ils l'ont conduit dans les bois de Longueuil et c'est à cet endroit qu'ils l'ont exécuté. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Ta gueule, bordel, ferme-la! Ferme-la, pas t'entendre! C'était une arme de calibre 38. Laissez-moi. Mike a pris l'arme, ils l'ont fait s'agenouiller. S'il vous plaît, les gars. Ne me tuez pas. S'il vous plaît, j'ai rien à voir avec ça, je vous jure. À genoux! J'ai rien fait. Mets-toi à genoux, allez! Tais-toi! Allez, vas-y, tire! S'il vous plaît, les gars. Je veux pas mourir. Tue-le! Je veux pas mourir. Ta gueule! Non! Vas-y! T'es une tarlouse ou quoi? Tue-le! Ta gueule! Non!
L'enquête a permis d'établir qu'immédiatement après avoir exécuté M. Deliva à Longueuil, le suspect est parti à Montréal. Il aurait laissé le véhicule sur la rue Mont-Royal pour aller manger dans un restaurant immédiatement après. Les deux assassins vont ensuite quitter le restaurant et mettre le feu à la voiture de Deliva. Et c'est un mois avant la découverte du corps à Longueuil que les enquêteurs de Montréal ont découvert le véhicule partiellement brûlé. Ils avaient tenté de mettre le feu à l'intérieur du véhicule, mais en laissant les fenêtres fermées. Du coup, le feu s'était rapidement éteint. Nelson le chasseur va aussi raconter à l'officier infiltré qu'il est l'auteur du meurtre de Madame Ferron. Là encore, pour se donner le beau rôle, il va se vanter d'être un tueur à gages et qu'il a honoré un contrat commandité par un amant qui voulait se débarrasser de la pauvre femme. Monsieur le chasseur, lorsqu'il a fait ses aveux à l'agent infiltré, voulait se faire passer pour une personne... pour un genre de tireur à gage, de tueur à gage. Et lorsqu'il a fait ses aveux pour Madame Ferron, il nous a dit que... Enfin, il nous a informé qu'il avait été payé 25 000 $ pour la tuer. Je peux vous dire qu'à l'époque, 25 000 $, c'était trop. C'était 5 000 $ pour un meurtre. 25 000 $, tout de suite, c'était un petit peu improbable. Pour Michel Wissel, le mobile de l'assassin est bien plus sordide. Nelson le chasseur avait purement et simplement commis un crime sexuel. Le meurtre de Madame Ferron est à caractère sexuel. D'après ce qu'on sait, Nelson le chasseur l'a tué et, pour se vanter après, d'après moi, il a fait passer ce meurtre pour un contrat. Moi, je suis un tueur à gages, j'ai pas peur. Les policiers, preuve à l'appui, ont dorénavant la conviction que Nelson le chasseur a tué 2 fois. Il leur reste à passer au dernier stade de l'enquête, obtenir les aveux du suspect. Une longue enquête a permis de relier le récidiviste Nelson le chasseur à 2 meurtres. Celui de John Deliva, abattu de 2 balles dans la tête en mai 1984, et 9 ans plus tard, celui de Madame Ferron, étranglée chez elle. Si mes souvenirs sont bons, elle a eu un oreiller ou quelque chose qui semble avoir été appuyé sur l'arrière de sa tête. Elle a été étranglée, probablement avec les mains. On a peut-être essayé de camoufler le bruit qu'elle faisait, je sais pas, en appuyant sa tête sur le lit et puis on a enroulé le fil sans vraiment le serrer, mais je peux pas vraiment vous dire ni apporter d'hypothèse. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là? J'ai pas d'idée. J'aurais aimé le savoir, mais honnêtement, j'ai pas d'idée. En 2005, les enquêteurs, certains que Nelson le chasseur est l'auteur des meurtres de Madame Ferron et de John Deliva, l'arrêtent à la mi-décembre. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de John Deliva en 1984, ainsi que celui de Madame Ferron en 1993. Nelson le chasseur n'a jamais voulu parler aux enquêteurs après son arrestation. Bien entendu, ces derniers ont tenté de l'interroger, mais il a gardé le silence. Aucun aveu. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient arrêté quelqu'un. Ils avaient un suspect. Ça a été très dur pour tout le monde. On s'est demandé si on voulait vraiment revivre ça. Mais oui, on voulait des réponses et on les a eues.
Ces réponses, on ne les aime pas. Mais au moins, on sait ce qui s'est passé. Nelson le chasseur, accusé de 2 meurtres prémédités, refuse d'abord de reconnaître ses torts. Mais il finit par passer à table. Son avocat négocie une réduction de peine en échange des aveux. En avril 2008, il comparaît devant le tribunal. Les proches de John de Liva étaient au rendez-vous. Ma réaction au tribunal, la première fois que j'ai vu Nelson le chasseur en personne, j'étais avec toute la famille dans la salle d'audience. Et on l'a tous regardé. Et il avait le visage dur, il ne montrait aucun remords. Et on se demandait pourquoi il avait fait ça jusqu'à ce qu'on en apprenne plus sur ses antécédents. Et vous savez, au tribunal, nos sentiments étaient partagés. J'ai du mal à m'en souvenir exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais content qu'il se trouve là. Ce jour-là, on a retracé un peu tout le parcours de Nelson le chasseur à partir de sa jeunesse, son adolescence, sa vie adulte, ses nombreuses récidives. Et on l'a présenté vraiment comme, son avocat en tout cas, l'a présenté comme un pur produit de notre système carcéral. Il avait passé sa vie à revenir constamment en prison, où il avait appris un petit peu la vie à l'intérieur des murs. Et ce jour-là, on a énuméré toutes les choses qui lui ont été reprochées au cours de sa vie. Ça a été une suggestion commune, tant du procureur que de l'avocat de la défense. On s'est entendu pour dire, pour les 2 meurtres, c'est la peine à perpétuité, la prison à vie, sans possibilité de libération avant d'avoir purgé 20 ans à l'intérieur, ferme à l'intérieur de la prison. Et Nelson le chasseur avait 45 ans lors de la prononciation de la sentence, ce qui l'amène à, s'il se comporte bien, il pourra obtenir sa libération à l'âge de 65 ans. L'éventualité d'une libération conditionnelle révolte les de Liva. Il a écopé du maximum. Mais pourquoi devrait-il y avoir un maximum qu'on tue une personne ou 10 ? Mon sentiment maintenant, en revenant sur ce crime, c'est que quand on fait quelque chose comme ça, on devrait être puni et on ne devrait jamais sortir. Même si on se réhabilite. C'est comme donner à l'assassin une 2e chance dans la vie, alors que nous, on n'en aura jamais avec nos frères, on les a perdus. Les de Liva, eux, étaient doublement affectés, si on veut, parce que, en plus du fait que Nelson le chasseur avait tué un des leurs, il y avait le frère aussi de la victime qui attendait une greffe de moelle osseuse, qui était décédé parce qu'il n'avait pas pu avoir cette greffe. Et eux, ils parlaient d'un double poids qu'ils avaient apporté, ou une double douleur qui leur avait été infligée à cause du crime de Nelson le chasseur. On a perdu 2 personnes, 2 de nos frères, 2 proches. Et on ne les reverra jamais. Et quand ils ont perdu la vie, ils n'avaient que 33 et 34 ans. Ils étaient jeunes. Et ce type pourrait être libre à 60 ou 65 ans. Qui sait, il pourrait lui rester 10 ou 15 ans à vivre en sortant de prison. Pourquoi aurait-il cette chance ? Un dernier volet de l'affaire de Liva est resté en suspens. Selon les dires de le chasseur lui-même, un certain Mike avait été son complice dans ce meurtre. Les enquêteurs n'ont pas manqué de retrouver sa trace. L'homme, père de 3 enfants, a refait sa vie et habite sagement un coin du Nouveau-Brunswick. Interpellé et interrogé par les policiers, Mike nie toute implication dans les meurtres et les recherches des policiers ne donnent rien. Son dossier est alors soumis à la direction des poursuites criminelles et pénales, qui estime que les seules affirmations de le chasseur ne suffisent en aucun cas à poursuivre Mike pour complicité. Il y a une personne accusée dans ce dossier, mais à un certain moment de l'enquête, les inspecteurs sont venus à la conclusion qu'il y avait peut-être un complice dans l'affaire. Mais on n'a jamais eu assez de preuves pour pouvoir l'amener au tribunal, ce deuxième complice. Donc pour l'instant, il n'y a aucune charge, bien entendu, de porter contre lui. Il n'y a que Nelson le chasseur qui est accusé dans ce dossier. Mais un dossier reste toujours ouvert, même après que des accusations soient portées. Donc on ne sait jamais si de nouveaux éléments d'enquête parvenaient aux inspecteurs. Peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres arrestations à l'avenir.
Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC.